Le silence de la salle du conseil était assourdissant, un lourd drapé de tension qui pesait sur mes épaules. Mes talons claquaient sur le marbre noir. Le seul bruit audible dans cet espace qui puait la peur. J'étais là, debout devant eux, dans mon costume blanc immaculé, une vision fantomatique et bien trop réelle pour ces hommes habitués à des ombres et des chuchotements. Armand Mancini, avec ses cheveux argentés et son costume impeccable, me fixait d'un air incrédule, puis furieux. Il tenait Julien, mon Julien, ligoté à une chaise lourde, son visage tuméfié et ses vêtements déchirés par ce qui avait dû être une longue nuit d'interrogatoire. J'avais les mains moites, mais je ne les laissais pas trahir la tempête qui faisait rage en moi. Chaque pas était une déclaration. Chaque souffle, une révolte. « Bonsoir, messieurs », dis-je, ma voix calme, étonnamment ferme, résonnant dans la pièce. « Je crois que vous êtes assis à ma place. » Armand avait ricané, un son creux et condescendant. « Tu es venue à ta propre exécution, petite fille. » Petite fille, le sang me bouillait, mais je maintenais ma façade de glace. « Non, rétorquai-je, mon regard fixant le sien. Je suis venu devant un tribunal. » Le souvenir du chemin pour arriver ici, il me traversait l'esprit comme un éclair, rapide et douloureux, une série de flashs. Les sirènes, la pluie sur le pare-brise, le visage de Julien, puis son absence. Le goût salé de la mer et de mes larmes. Comment d'une simple serveuse de Marseille avait-elle pu se retrouver là, à défier les figures les plus redoutables du crime organisé français? C'était absurde. Mais le blanc de mon costume n'était pas un signe d'innocence. C'était une toile vierge. La promesse d'une nouvelle ère, ou une simple coïncidence mortelle. Je ne savais plus très bien. Il y a quelques mois seulement, ma vie était si différente. Je m'appelais Marie Dubois, et mes journées tournaient autour de l'odeur du keef et de la fumée de cigarettes froides. La Fourchette d'Argent, notre vieux bistrot près du vieux port de Marseille, était mon monde. C'était un soir de pluie battante, de celles qui transforment les ruelles pavées en miroirs sombres, reflétant les néons fatigués et les visages lasses. Il était tard, bien après 11 heures, et la ville commençait à sombrer dans son sommeil agité. Le vent cognait contre les vieilles enseignes, l'eau s'infiltrait le long des trottoirs fissurés, et chaque voiture qui passait sifflait en coupant la route mouillée. Mes épaules me lançaient, une double journée qui s'éternisait, et mes pieds brûlaient dans mes baskets usées. J'avais 21 ans, un peu maigre à force de sauter des repas, mes cheveux bruns attachés en un chignon désordonné qui refusait de tenir. L'odeur de friture, de vieux bois et de café brûlé était ma seule compagnie. Le parfum familier de ce genre d'endroit qui reste ouvert parce que quelqu'un aura toujours besoin d'être quelque part la nuit. Il ne restait que quelques clients, un chauffeur routier affalé sur ses crêpes dans un coin, une étudiante fixant son téléphone près de la fenêtre. Monsieur André, notre cuisinier, retournait le bacon avec des gestes lents et fatigués. Je me suis versé un verre d'eau, sentant le verre froid contre mes paumes endolories. 10 minutes de plus, je me suis dit. Ensuite, je pourrais rentrer chez moi. Mais le tintement de la clochette au-dessus de la porte a déchiré le silence comme une lame. J'ai redressé ma posture sans même y penser. 3 hommes sont entrés. Le premier, grand et bâti, portait un long manteau gris foncé, trop élégant pour l'humidité de la rue. Sa présence a rempli la pièce instantanément. Il n'a pas montré de hâte, pas la moindre hésitation. Il se mouvait comme si l'espace lui appartenait. Julien Ducas. Derrière lui, 2 hommes armés. L'un trapu avec un nez cassé et des yeux durs. L'autre, plus svelte, portait des lunettes qui reflétaient les lumières du bistrot par flash. Ils n'ont rien dit. Ils n'avaient pas besoin de parler. L'air dans la fourchette d'argent s'est épaissi. Le chauffeur routier s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. L'étudiante a baissé son téléphone. Monsieur André s'est immobilisé, sa spatule suspendue en l'air. Julien Ducas a balayé le bistrot du regard, ses yeux bleus pâles calmes et froids. Puis il s'est glissé dans la banquette numéro 4, celle du coin,
dos au mur et vue dégagée sur la porte et la cuisine. Mon cœur a commencé à tambouriner dans ma poitrine, une folle mélodie de panique. Ne fixe pas, ne panique pas, fais juste ton travail. J'ai saisi la cafetière, mes mains tremblant légèrement, et je me suis dirigé vers sa table. Noir, a-t-il dit sans lever les yeux de son téléphone. Oui, monsieur, ai-je répondu, ma voix à peine audible. J'ai penché la cafetière, regardant le liquide sombre remplir la tasse. La vapeur s'élevait, chaude contre mon visage. Alors que je versais, mes yeux se sont levés, non pas vers lui, mais vers le mur miroir le long du côté du restaurant. Le miroir était vieux et rayé, destiné à faire paraître l'espace étroit plus grand. Dans le reflet, j'ai vu la rue à l'extérieur. Une berline noire s'est arrêtée silencieusement en face. Ses phares étaient éteints. Mon souffle s'est coupé. La vitre arrière a glissé lentement, trop lentement. Un long canon de fusil noir mat est apparu de l'obscurité, pointant directement à travers la fenêtre du restaurant, visant l'arrière de la tête de Julien Ducas. Le temps s'est étiré. Si je criais, l'arme tirerait. Si je lâchais la cafetière, le bruit pourrait déclencher le tir. Si je ne faisais rien, il mourrait juste devant moi. Mes pensées ont disparu. Il n'y avait pas de peur, pas de plainte, seulement l'instinct. J'ai fini de verser. J'ai posé délicatement la cafetière. Puis j'ai placé ma main gauche sur la table, là où Julien pouvait la voir sans tourner la tête. J'ai rentré mon pouce dans ma paume, plié mes doigts dessus et tapé 2 fois la table avec mon index. Un D. Le mouvement était minuscule, presque invisible. Mais Julien Ducas l'a vu. Ses yeux ont flashé vers ma main, puis vers mon visage. Pendant une seule seconde, nos regards se sont croisés. La compréhension a traversé son regard. Julien a bougé. Il a soulevé la table d'un coup de pied explosif. Le fusil a tiré. La vitre s'est brisée. La balle a traversé la banquette où la tête de Julien avait été un instant auparavant, déchirant le vinyle et s'enfouissant dans le mur. Le chaos a éclaté. Les gens ont crié. Le chauffeur routier a plongé au sol. L'étudiante s'est cachée sous le comptoir. Monsieur André a crié quelque chose que je n'ai pas entendu. Julien m'a saisi par le poignet et m'a tiré derrière la table renversée alors que d'autres coups de feu retentissaient. Ces hommes ripostaient déjà, leurs armes assourdissantes dans l'espace confiné. La berline noire a démarré à toute vitesse à l'extérieur, les pneus crissant sur le pavé mouillé. Le silence est tombé, dur et soudain. J'étais allongé sur le sol sale, tremblante, l'odeur de la poussière et de la vieille graisse emplissant mes narines. Julien était au-dessus de moi, protégeant mon corps du sien. « Reste à terre », a-t-il sifflé. Après un instant, il s'est levé. Le verre craquait sous ses chaussures, tandis qu'il redressait son manteau et balayait du regard la banquette en ruine. Puis il m'a regardé. « Lève-toi, a-t-il dit. J'ai pris sa main. Sa poigne était forte, stable. Il m'a tiré sur mes pieds. « Qui es-tu » a demandé Julien. Ce n'était pas de la curiosité, c'était un ordre. « Elina » ai-je balbutié. « Marie Dubois. » Il s'est rapproché, relevant mon menton d'un doigt ganté. « Où as-tu appris ce signal ?» Ma bouche est devenue sèche. Je l'ai vu dans un film. Les yeux de Julien se sont durcis. Menteuse. Il s'est tourné vers l'homme aux lunettes, Pierre. Prendre la voiture. Ma panique a grimpé en flèche. Attendez, je dois finir mon service. Monsieur André a besoin. Tu viens de me sauver la vie, a dit Julien d'un ton monocorde. Le tireur t'a vu. Si je te laisse ici, tu seras morte avant le lever du soleil. Il a boutonné son manteau et a fait un signe de tête vers la porte. Viens. Je n'ai pas eu le temps de discuter. Nous avons filé à travers le verre brisé et les clients hébétés. La pluie a frappé Marie alors que nous sortions. Un SUV noir blindé nous attendait au trottoir. La porte s'est ouverte. Julien m'a guidé à l'intérieur. Le moteur a rugi. Tandis que le véhicule s'éloignait, j'ai regardé en arrière, vers la fourchette d'argent, l'enseigne lumineuse,
La fenêtre brisée, l'endroit où ma vie venait de prendre fin. La ville s'est estompée tandis que le SUV disparaissait dans les rues trempées de Marseille. Le trajet hors de la ville a semblé irréel. J'étais assise raidie à l'arrière du SUV blindé, la pluie zébrant les vitres teintées, alors que Marseille s'éloignait lentement derrière nous. Les lumières de la ville se sont faites rares. Les bâtiments ont cédé la place à de longues routes sombres bordées d'arbres et de clôtures en fer forgé. Le bruit de la ville s'est éteint, remplacé par le faible bourdonnement du moteur et le son régulier de ma propre respiration. Julien Ducas était assis en face de moi, silencieux. Il ne m'avait pas regardé depuis que nous avions quitté le bistrot. Un de ces hommes était assis sur le siège passager à l'avant. L'autre conduisait. J'ai croisé mes mains sur mes genoux pour éviter qu'elles ne tremblent. Après près de 40 minutes, le SUV a ralenti. Des grilles massives en fer ont émergé de l'obscurité, flanquées de piliers de pierre et de caméras qui ont suivi la voiture à son approche. Les grilles se sont ouvertes sans un bruit. Au-delà se trouvait le château Ducas, près d'Aix-en-Provence. Ce n'était pas une maison, c'était une forteresse. De hauts murs de pierre entouraient des terrains parfaitement entretenus. Des gardes se déplaçaient le long du périmètre, leurs silhouettes nettes sous les projecteurs. Des chiens aboyaient quelque part au loin. Le SUV est remonté une allée courbe et s'est arrêté sous un large auvent. La porte s'est ouverte. « Dehors !» a dit Julien. J'ai posé le pied sur la pierre lisse. Mes baskets étaient trempées par la pluie. L'air ici semblait plus froid, plus propre, moins indulgent. À l'intérieur, le domaine était vaste et silencieux. Des sols en marbre reflétaient un éclairage doux. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art en noir et blanc qui semblaient plus intimidantes que belles. Tout était cher, tout était contrôlé. Julien a marché devant. J'ai suivi, me sentant petite à chaque pas. « Tu n'es pas une invitée », a dit Julien sans se retourner. « Tu es une responsabilité protégée. » Les mots ont frappé fort. « Eh quoi ?» ai-je demandé. « Tu m'as sauvé la vie », a-t-il dit calmement. « Ça te donne de la valeur. Ça fait aussi de toi un problème. » J'ai dégluti. Je n'ai pas demandé ça. Ça n'a pas d'importance. Ils se sont arrêtés au milieu du foyer. Julien s'est tourné pour me faire face. « Voici les règles », a-t-il dit. « Tu ne quittes pas le domaine. Tu ne contactes personne. Pas d'appel téléphonique, pas de messages, pas de réseaux sociaux. Tu existes ici et seulement ici tant que je n'en décide pas autrement. » J'ai arrêté les mots qui me montaient aux lèvres. C'est une prison. Les yeux de Julien ont vacillé. Une prison maintient les gens en vie. Un garde au cou épais est apparu à ses côtés. « Emmenez-la à l'aile S », a ordonné Julien. « Chambre bleue, verrouillez la porte. » Ma poitrine s'est serrée. « Verrouillée. »« Pour ta sécurité », a dit Julien d'un ton plat. J'ai voulu argumenter. J'ai voulu crier. Au lieu de cela, j'ai suivi. La chambre n'était rien de ce à quoi je m'attendais. La chambre bleue était vaste, avec de hautes fenêtres drapées de lourds rideaux. Un lit king-size trônait au centre, couvert de draps blancs impeccables. Un canapé reposait près d'une petite cheminée. Un lustre brillait doucement au-dessus. Il y avait un dressing rempli de nouveaux vêtements à ma taille. Le luxe m'enveloppait comme de la soie. La porte s'est refermée derrière moi. Clic. J'ai couru vers elle et j'ai essayé la poignée. Bloqué. Je me suis reculé lentement, ma respiration s'accélérant. La pièce était magnifique, mais elle me semblait fausse. Trop parfaite, trop silencieuse. J'ai fait les 100 pas. Chaque pas sur le tapis épais résonnait dans le vide. Parfois, la nuit, quand le silence était trop lourd, je repensais à mon père, John, à la façon dont il me disait toujours « Ne fais confiance à personne qui semble trop beau pour être vrai. » Il parlait des marchands sur les marchés forains, mais maintenant, je le comprenais différemment. Ce château, les promesses de sécurité, la violence dont j'avais été témoin, tout cela était trop extrême, trop parfait, et la perfection n'existe pas.
Ça, je l'avais appris à mes dépens. Et les ombres, même dans une pièce si luxueuse, dansaient parfois comme les monstres de mes peurs d'enfant. Après un certain temps, je ne sais pas combien, la serrure a de nouveau cliqué. La porte s'est ouverte. Un homme svelte est entré, portant un plateau et une pile de livres. Il portait des lunettes et une expression calme qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Pierre Dubois, a-t-il dit, je m'occupe de la logistique. » Il a posé le plateau sur la table. Des œufs, des toasts, du jus. Puis il a posé les livres et un ordinateur portable à côté. « Design graphique, a-t-il poursuivi. Vos cours actuels, j'ai aussi apporté vos notes. » J'ai fixé la table, abasourdi. « Comment avez-vous fait? »« Monsieur Ducas aime savoir des choses, » a dit Pierre. « L'ordinateur portable est surveillé. Si vous essayez de contacter la police, l'appareil s'éteindra. Si vous réessayez, Monsieur Ducas le brisera. » J'ai froncé les sourcils. Je croyais ne pas être une prisonnière. « Vous ne l'êtes pas, » a dit Pierre avec douceur. « Vous êtes un investissement. » Il s'est tourné vers la porte. « On vous appellera pour le dîner. » La porte s'est de nouveau verrouillée. Je me suis laissé tomber lourdement sur le lit. Le dîner est arrivé plus tôt que je ne l'avais prévu. Une femme de chambre est revenue pour m'accompagner au rez-de-chaussée. Elle m'a tendu une simple robe noire du dressing. « Monsieur Ducas l'a demandé, » a dit la femme de chambre. Je me suis changé, lissant le tissu sur mon corps. La robe me convenait trop bien, comme si quelqu'un avait planifié ça. La salle à manger était immense. Une longue table s'étendait sous un lustre, mais seuls 2 couverts étaient dressés à une extrémité. Julien se tenait près du bout de la table, sa veste enlevée, ses manches légèrement retroussées. Il avait l'air fatigué, dangereux. « Assieds-toi, » a-t-il dit. Je me suis exécuté. La nourriture a été servie en silence. Le personnel a disparu. Julien me surveillait attentivement tandis que je jouais avec mon assiette. « Pourquoi es-tu ici, Marie ?» a-t-il demandé. J'ai hésité. « Vous l'avez dit pourquoi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » J'ai croisé son regard. « Je n'ai pas planifié cette nuit-là. Je ne savais même pas qui vous étiez. » « Pourtant, tu connaissais le signal, » a dit Julien. Mes doigts se sont recroquevillés autour de ma fourchette. Je vous l'ai dit, je l'ai vu dans un film. Julien s'est légèrement penché en arrière. Dis-le encore. Je l'ai fait. Il n'a pas réagi, mais quelque chose dans ses yeux s'est assombri. Qui t'a appris à observer les mains? A-t-il demandé doucement. Ma gorge s'est serrée. Mon père. Julien a attendu. Il me l'a appris quand j'étais petite, ai-je poursuivi. Il disait, les mains disent la vérité avant les bouches. Qu'est-ce qu'il t'a appris d'autre? J'ai hésité, puis j'ai parlé. Des signaux, des avertissements, quand rester silencieuse, quand bouger. Le regard de Julien s'est aiguisé. Décris-le. J'ai dégluti. Il avait une cicatrice de son oreille gauche jusqu'à sa mâchoire. Il disait que c'était d'un animal. La main de Julien s'est immobilisée sur son verre. Et un tatouage, ai-je ajouté. Sur son avant-bras, un oiseau, un faucon tenant un poignard. Il avait l'air fané, comme s'il avait essayé de le brûler. Le silence a empli la pièce. Julien m'a regardé, m'a vraiment regardé, mais son visage ne trahissait rien. « Tu as fini ?» a-t-il dit finalement. J'ai cligné des yeux. « Quoi? » « Le dîner, » a-t-il clarifié. « Tu peux y aller. » Je me suis levé, coumeuse et mal à l'aise. En partant, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Julien restait assis, fixant le vide. Quand la porte s'est refermée derrière moi, Julien a pris son téléphone. « Pierre, » a-t-il dit doucement, « faites-moi remonter toutes les affaires non classées de 2005. Commence par les disparitions. Concentre-toi sur les cicatrices et les tatouages brûlés. » Il a mis fin à l'appel, son expression illisible. Le passé venait de frapper à sa porte. Je n'ai pas dormi. La chambre bleue est restée silencieuse, trop silencieuse, le genre de silence qui vous oppressait les oreilles et rendait vos pensées plus fortes. J'étais allongé, les yeux fixés au plafond, rejouant le dîner encore et encore.
La façon dont la main de Julien s'était immobilisée, la façon dont ses yeux avaient changé quand j'avais mentionné la cicatrice et le tatouage. Quelque chose avait basculé. Au matin, je le savais. La serrure a cliqué juste après 10 heures. Cette fois, ce n'était pas une femme de chambre. C'était Julien Ducas. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, sa veste boutonnée, son expression contrôlée, ses yeux perçants. Derrière lui, Pierre Dubois attendait dans le couloir, tenant une épaisse chemise cartonnée. « Habille-toi, Diati, » a dit Julien. « Tu viens avec moi. » Mon cœur a manqué un battement. Où? Quelque part de privé. Nous avons traversé des parties du domaine que je n'avais pas encore vues. Des couloirs silencieux, d'épaisses portes, des escaliers gardés, jusqu'à ce que nous atteignions un bureau niché profondément dans la maison. Il sentait le cuir, le vieux papier et le bois poli. De lourdes étagères tapissaient les murs. Un grand bureau était près de la fenêtre. Julien a fermé la porte lui-même. Pierre a posé la chemise sur le bureau et s'est reculé. « Laisse-nous », a dit Julien. Pierre a hésité brièvement, puis a hoché la tête et est sorti. Julien ne s'est pas assis, moi non plus. Il a pris la chemise et l'a ouverte lentement, comme s'il pesait quelque chose de lourd. À l'intérieur se trouvaient des documents, des rapports et des photographies, jaunis sur les bords, marqués par le temps. Il a retiré une photographie et l'a glissée sur le bureau vers moi. « Regarde », a-t-il dit. Je me suis avancé. La photo était vieille, en noir et blanc. Un homme se tenait devant un bâtiment, élégamment vêtu d'un costume que je n'avais jamais vu mon père porter. Il semblait plus jeune, plus dur. Sa posture était confiante, son regard stable, mais je l'ai reconnu instantanément. Mon souffle m'a quitté en un souffle. « C'est mon père », ai-je chuchoté. « C'est John. » Julien m'a observé attentivement. « Tu es sûr? »« Oui », ai-je dit fermement. « C'est lui. » La cicatrice? J'ai montré le côté gauche du visage de l'homme. Juste là, les mêmes yeux, la même bouche. C'est lui. Julien a expiré lentement, comme quelqu'un se préparant à un impact. Son nom n'était pas Jean, a dit Julien. Pas dans ce dossier. Ma poitrine s'est serrée. Alors qui était-il? Giovanni Falcone, a répondu Julien. Et il n'était pas n'importe qui. Il s'est appuyé contre le bureau, croisant les bras. Il y a 20 ans, Giovanni Falcone était le bras droit de mon père dans cette ville, l'homme qui maintenait l'ordre quand les mots ne suffisaient plus. Je l'ai fixé, la pièce tournant. Ce n'est pas possible. Il m'a appris à réparer un vélo. Il brûlait des crêpes. Il racontait des blagues idiotes. Des hommes comme Giovanni mènent deux vies, a dit Julien d'un ton égal. Une pour le monde, une pour le sang. Il a feuilleté le dossier, révélant des rapports tamponnés de dates et de noms. Il était brillant, a poursuivi Julien. Silencieux, stratégique, craint. Quand il parlait, toute l'organisation écoutait. J'ai secoué la tête. Alors, pourquoi a-t-il fui? Pourquoi m'a-t-il laissé? Les yeux de Julien se sont légèrement adoucis. Il ne t'a pas laissé. Il a disparu pour te protéger. Il a sorti un autre document. Il y avait un contrat sur la lignée Falcone, pas seulement sur Giovanni, sur ses enfants, sur son avenir. Mon estomac s'est noué. Pourquoi? Parce que Giovanni a découvert quelque chose, a dit Julien. Quelque chose de puissant, quelque chose de dangereux. Et au lieu de l'utiliser, il a disparu. Il était censé être exécuté, a poursuivi Julien. Mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. Juste une voiture épave dans le silence. C'est ce que la police m'a dit, ai-je chuchoté. Ils ont dit qu'il était mort dans un accident. Julien a hoché la tête. C'était l'histoire. J'ai appuyé mes mains contre le bureau pour me stabiliser. Alors tout ça, mon enfance, les foyers d'accueil, tout ça, c'était le prix de la survie, a dit Julien. Giovanni s'est effacé pour que tu puisses vivre. Le silence a de nouveau rempli la pièce. J'ai fermé les yeux, des souvenirs s'entrechoquant. Les avertissements de mon père, son mouvement constant,
sa peur quand des étrangers regardaient trop longtemps. Mon nom, ai-je dit doucement. Vous avez dit Falcone. Julien s'est redressé. Tu es Marie Falcone, que tu le veuilles ou non. Les mots pesaient lourdement. Définitif. Je n'ai pas demandé ça, ai-je dit, ma voix tremblante. Je ne veux pas de pouvoir, je ne veux pas de guerre. Julien a croisé mon regard, lui non plus. Il a marqué une pause, puis a ajouté, mais le sang ne demande pas la permission. J'ai ri faiblement. Alors quoi maintenant? Suis-je une menace? Julien m'a étudié attentivement. Non, a-t-il dit enfin, tu es une responsabilité. Je me suis raidi. Ça ne sonne pas mieux. Ça l'est, a répondu Julien, parce que les responsabilités sont protégées. J'ai cherché une trace sur son visage. Vous pensiez que j'étais une espionne. Oui. Oui, a-t-il admis. Plus maintenant, et maintenant, a dit Julien. Je sais pourquoi tu connaissais le signal. J'ai dégluti. Votre organisation est-elle au courant? Pas encore, a dit Julien, et ils ne le seront pas tant que je n'en déciderai pas. Un coup a retenti à la porte. Julien l'a ouverte légèrement. Roger Bellini se tenait dehors, la mâchoire serrée. Le conseil pose des questions, a dit Roger. Ils ont entendu que vous aviez sorti un vieux dossier. L'expression de Julien s'est durcie. Ne leur dis rien, a-t-il dit. Pas encore. Roger a hoché la tête et est parti. J'ai observé Julien attentivement. Ils ne vont pas aimer ça. Non, a convenu Julien. Ils ne vont pas aimer. Il s'est tourné vers moi. À partir de maintenant, ta sécurité n'est pas optionnelle. Tu ne bouges pas sans protection. Tu ne parles pas librement. Tu ne fais pas confiance facilement. Ça sonne comme de la peur, ai-je dit. Ça sonne comme de la survie, a corrigé Julien. J'ai pris une profonde inspiration. Vous ne me livrez pas? Non, a dit Julien fermement. Pourquoi? Parce que, a-t-il dit, choisissant ses mots avec soin. S'ils apprennent que la lignée Falcone existe toujours, ils ne s'arrêteront pas. J'ai hoché la tête lentement. Alors je reste. Pour l'instant, a dit Julien, je me suis tourné vers la porte, puis j'ai marqué une pause. Julien, ai-je dit. Oui, merci de m'avoir dit la vérité. Il a légèrement incliné la tête. Tu le mérites bien. Tandis que je quittais le bureau, Julien est resté derrière, fixant la photographie sur le bureau. Giovanni Falcone était revenu, non pas en chair, mais en sang, et la ville le sentirait bientôt. La tempête est arrivée sans prévenir. À la tombée de la nuit, le ciel au-dessus du château Ducas était devenu noir et lourd, les nuages s'abaissant alors que le tonnerre grondait sur le domaine. La pluie s'abattait contre les hautes fenêtres, féroce et implacable, faisant vibrer le verre comme des poings exigeant l'entrée. J'étais dans la cuisine, incapable de dormir. Je m'étais enveloppé d'un léger pull par-dessus la robe noire que j'avais portée plus tôt. Mes cheveux, lâches maintenant, tombaient autour de mes épaules. La maison semblait différente ce soir. Tendue, comme si elle retenait son souffle. Je versais de l'eau chaude dans une tasse. Mes mains étaient instables malgré les pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. Falcone. Le nom résonnait dans ma tête, lourd et irréel. Les lumières ont vacillé une fois, puis encore, et puis, tout est devenu sombre. La cuisine est tombée dans l'obscurité complète. Le bourdonnement de l'électricité est mort. Le réfrigérateur est devenu silencieux. Le seul son restant était la tempête à l'extérieur et ma propre inspiration aiguë. Avant que je ne puisse bouger, de douces lumières d'urgence ambrées ont clignoté le long du couloir, projetant de longues ombres sur les sols en marbre. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? » a dit une voix de femme. Je me suis tourné. Une silhouette élancée se tenait dans l'embrasure de la cuisine, parfaitement calme malgré la panne. Elle portait une robe noire ajustée. Ses cheveux foncés étaient lisses et brillants. Ses lèvres rouges courbées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Sophie Romano. Je l'ai reconnue instantanément. Je l'avais déjà vue une fois, glissant dans le couloir comme si le lieu lui appartenait.
Je me demandais quand je te rencontrerais enfin seul, a dit Sophie entrant dans la cuisine. Ses talons claquaient sèchement sur le sol. La fameuse fille qui a transformé Julien Ducas en un homme nerveux. Je n'ai pas demandé à être ici, ai-je dit prudemment, serrant ma tasse. Sophie rit doucement. Non, tu ne demandes jamais, n'est-ce que pas? Tu apparais juste et soudain, tout change. Le tonnerre a craqué au-dessus de nos têtes. Sophie s'est rapprochée. Sais-tu ce que les gens disent de toi? A-t-elle demandé. Que tu es une malédiction, que partout où le sang Falcon apparaît, les corps suivent. Je me suis raidi. Tu ne devrais pas parler de choses que tu ne comprends pas. Oh, je comprends beaucoup de choses, a rétorqué Sophie, sa voix s'aiguisant. Je comprends que Julien a arrêté d'écouter, que les réunions sont retardées, que les décisions sont remises en question. Tout ça à cause de toi. Encore un scintillement de lumière. Puis les lumières d'urgence se sont éteintes aussi. L'obscurité a englouti la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? A exigé Sophie, la panique s'insinuant dans son ton. Je n'ai pas répondu. J'ai entendu un bruit. Un coup de feu étouffé. À terre! Ai-je crié par instinct. Je me suis précipité en avant, attrapant Sophie et la traînant au sol, juste au moment où des balles traversaient la fenêtre de la cuisine. Les placards ont explosé en éclats. La vaisselle s'est brisée, tombant comme une grêle de verre. Sophie a crié. J'ai mis ma main sur sa bouche. Silence. Des bottes craquaient sur le verre brisé à l'extérieur. Quelqu'un était à l'intérieur du domaine. La réalisation m'a frappé comme de la glace. Ils n'étaient pas là par accident. Ils étaient là pour moi. Une porte s'est ouverte avec Frex quelque part dans le couloir. Un faisceau de lampes torches a traversé l'obscurité. Cible confirmée, a dit une voix déformée. Trouvez la fille. Mon pouls battait la chamade dans mes oreilles. J'ai balayé le comptoir aveuglément et j'ai saisi la première chose lourde que ma main a touchée. Une poêle en fonte. Ce n'était pas une arme, mais ça devrait faire l'affaire. Y a-t-il une autre sortie? Ai-je chuchoté. La respiration de Sophie tremblait. Le garde-manger, porte de service. Vas-y, lui ai-je dit. Et toi? A demandé Sophie. Je n'ai pas répondu. J'ai fait glisser un bol en métal sur le sol. Il a claqué bruyamment contre la cuisinière. Le faisceau de la lampe torche s'est dirigé vers le son. Un homme s'est avancé. Je me suis levé de derrière le comptoir et j'ai balancé la poêle. Elle a frappé son poignet. L'eau s'est craqué, l'arme est tombée au sol. L'homme a grogné de douleur, essayant de m'atteindre, mais j'ai donné un coup de pied violent à son genou et j'ai reculé en hâte. Un autre bras s'est refermé autour de mon cou par derrière. Je l'ai, a grogné le deuxième homme dans sa radio. Je griffais son bras, ma vision s'estompant. Un coup de feu a explosé dans la cuisine. La poigne autour de ma gorge s'est relâchée. Je me suis effondré en avant, haletante. Julien Ducas se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa chemise était froissée. Son visage était dur de fureur. De la fumée s'échappait du canon de son arme. Roger et Pierre se sont précipités derrière lui. Il s'est vu leurs armes levées. Julien a traversé la pièce en deux enjambées et m'a tiré sur mes pieds, ses mains vérifiant mes bras, mon cou, mes flancs. « Tu es blessé ?» a-t-il exigé. « Je vais bien. » ai-je haleté. Il a regardé au-delà de moi, vers Sophie, vers la cuisine en ruine, vers les corps au sol. « Non, » a dit Julien doucement. « Tu ne vas pas bien. » Il s'est tourné vers Pierre. Journaux de sécurité. Pierre avait déjà une tablette en main, son visage pâle. « Le périmètre n'a pas été violé, » a-t-il dit lentement. Le système a été désactivé de l'intérieur. La mâchoire de Julien s'est serrée. Il n'y a que 4 codes d'accès, a dit Roger. Le vôtre, le mien, celui de Pierre et celui du contact de la famille Romano. Le silence est tombé. Julien a tourné son regard vers Sophie. Elle s'est redressée, sa peur remplacée par la défiance.
Ne me regarde pas comme ça. Tu les as laissés entrer, a dit Julien, sa voix dangereusement calme. Il l'aurait tué de toute façon, a crié Sophie. Mon père vous avait prévenu, elle déstabilise tout. Le sang Falcone apporte la guerre. Elle était sous ma protection, a dit Julien. C'est une serveuse, a crié Sophie. Elle n'a pas sa place dans ce monde. Julien s'est avancé lentement vers elle. Elle a sa place là où je dis qu'elle l'a. Roger s'est placé derrière Sophie, lui saisissant les bras. « Enlevez vos mains de moi », a-t-elle crié. Julien n'a pas élevé la voix. « Tu n'en avais pas besoin. Tu as brisé l'alliance », a-t-il dit. « Tu as introduit des mercenaires chez moi. Tu as essayé de tuer quelqu'un sous mon toit. » Il s'est tourné vers Roger. « Et mène-la. »« Julien, s'il te plaît », a commencé Sophie. « Maintenant », a-t-il dit froidement. Elle a été traînée, ses talons raclant le sol. Julien s'est tourné vers moi. La tempête faisait rage à l'extérieur. Le domaine semblait soudain fragile. « Cette maison n'est plus sûre », a dit Julien. « L'alliance romano est terminée. » J'ai hoché la tête, mon corps tremblant et gras. Julien a regardé la cuisine en ruine, le sang, le verre brisé, la trahison. « Nous ne pouvons pas rester ici », a-t-il dit. « Le domaine est compromis. » Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de suspicion, pas de calcul, mais une certitude. Et cela m'a terrifié plus que les coups de feu. Moment, je dois faire une pause ici. Toute cette situation, apprendre que j'étais l'héritière d'une lignée de gangsters, l'avoir, la violence, cette folie, c'était complètement absurde. Je veux dire, pensez-y, une serveuse ordinaire qui du jour au lendemain se retrouve plongée dans un monde où les codes secrets et les menaces de mort sont monnaie courante. Dans ma vie d'avant, si quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais pensé qu'il avait trop regardé de films. Mais là, c'était réel. Le sang, la peur, les trahisons. Ça donnait envie de rire ou de pleurer à chaudes larmes. C'était trop. C'était un peu comme si mon cerveau refusait d'assimiler l'ampleur de la chose. Comment était-ce possible que ma vie bascule à ce point? Je n'avais rien demandé. Je voulais juste servir des cafés et rentrer chez moi. Mais il n'y avait plus de chez moi ni de serveuse. Il n'y avait que Marie Falcone. Et c'était un nom lourd à porter, très lourd. Une vraie blague cosmique, mais personne ne riait. Nous avons quitté Marseille avant l'aube. La ville était encore trempée par la tempête, les rues vides et luisantes sous les faibles lumières des réverbères. J'étais assise à l'arrière d'une voiture noire ordinaire, mon cœur battant la chamade, tandis que les bâtiments défilaient. Des sirènes résonnaient quelque part au loin, mais aucune ne nous a suivis. Le silence à l'intérieur de la voiture était plus lourd que le bruit. Julien conduisait. Il portait une veste sombre serrée, sa mâchoire contractée, ses yeux fixés sur la route. Il n'avait pas dit grand-chose depuis l'attaque. Quand il parlait, sa voix était calme, contrôlée, comme un homme retenant une tempête derrière ses côtes. « Nous ne pouvons pas prendre d'avion depuis l'aéroport de Marseille-Provence », a-t-il dit. « Trop Dieu. » J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Nous avons roulé pendant des heures, changeant de voiture une fois, puis deux. Au lever du soleil, nous étions déjà des fantômes. Pas de téléphone, pas de nom, juste du mouvement. L'Italie, ou du moins une villa isolée sur la côte d'Azur, est arrivée tranquillement. Pas de sirène, pas d'armes, juste la chaleur, la pierre et l'odeur du sel dans l'air. Nous sommes arrivés sous de faux noms, voyageant légers. Mes pieds ont touché le sol français et quelque chose d'étrange s'est installé dans ma poitrine. Un sentiment que je ne pouvais pas expliquer. Pas du confort, pas de la peur, de la reconnaissance. Nous avons roulé vers le sud, loin des villes, le long de routes étroites qui serpentaient à travers les collines et les oliviers. La mer apparaissait par flashs de bleu profond, scintillante sous le soleil. Julien a ralenti la voiture alors que nous atteignions un portail en pierre brisée, à moitié avalé par les vignes. « Villa du Levant », a-t-il dit. Elle semblait abandonnée.
La maison s'élevait de la falaise comme un vieux souvenir. Des murs de pierre patinés par le temps, des fenêtres voltées, un toit fissuré, mais elle tenait debout. La mer s'écrasait loin en dessous, son rythme lent et infini. Cet endroit appartenait à ton père, a dit Julien doucement, bien avant ta naissance. Je suis sorti de la voiture. Le vent a soulevé mes cheveux. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai jamais été ici, ai-je chuchoté. Non, a dit Julien, mais il était là. La villa sentait la poussière et l'âge. Des draps couvraient les meubles. Les planchers craquaient. La lumière du soleil filtrait à travers les volets cassés, éclairant des fresques fanées sur les murs. Je me suis déplacé lentement, touchant la pierre, le bois, l'histoire. Il était réel, ai-je murmuré. Tout était réel. Julien m'a regardé, ne disant rien. Nous avons cherché pendant des heures. Des planches lâches, des murs creux, de vieux coffres-forts longtemps vidés. Puis, je l'ai trouvé, une rainure le long de la cheminée, petite, presque invisible. J'ai appuyé dessus. Clic. Un panneau caché s'est ouvert. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir et une lourde clé en fer, froide et usée. Mes mains ont tremblé alors que j'ouvrais le journal. L'écriture était hâtive, saccadée. Si tu lis ceci, j'ai échoué. Mon souffle s'est coupé. J'ai essayé de tout arrêter proprement. J'ai volé le grand livre des 5. Leur argent, leurs affaires, leurs secrets. Je l'ai caché à Marseille. Le coffre est toujours là. Julien s'est penché alors que je lisais à voix haute. Il pense que tu sais où il est. Il pense que tu es la clé. Fuis. Ne fais pas confiance au Douka. Le silence a englouti la pièce. Julien s'est redressé lentement. Alors, a-t-il dit, c'est pour ça. Ils veulent le grand livre, ai-je chuchoté. Pas moi. Ils veulent les deux, a répondu Julien. Le livre et la lignée. Je l'ai regardé. Il m'a prévenu contre vous. Julien a croisé mon regard avec fermeté. Dans son monde, la confiance était une arme. J'ai serré le journal contre ma poitrine. Saviez-vous? Non, a dit Julien, mais je le suspectais. Dehors, le tonnerre grondait sur la mer. Cette nuit-là, la tempête est revenue. Le vent hurlait à travers la villa. La pluie s'abattait contre les murs de pierre. Les bougies vacillaient, projetant de longues ombres à travers la pièce. Je me tenais près de la fenêtre, fixant l'obscurité. Je devrais avoir peur, ai-je dit, mais je ne le suis pas. Je me sens éveillé. Julien s'est rapproché. Cette vie détruit les gens. Courir aussi, ai-je répondu. Il a tendu la main, a hésité, puis l'a baissée. Je devrais te laisser ici, quelque part au calme. Je ne veux pas de calme, ai-je dit doucement. Je veux la vérité. Je vous veux. Les mots nous ont surpris tous les deux. Julien a comblé la distance. Le baiser n'était pas doux. Il était désespéré, affamé, comme deux personnes s'accrochant à la seule chose solide qui restait. J'ai enroulé mes bras autour de son cou, sentant sa force, sa chaleur, sa retenue enfin brisée. Le tonnerre a secoué les murs. Quand nous nous sommes séparés, à bout de souffle, Julien a posé son front contre le mien. « Cela va nous coûter cher », a-t-il dit. « Je sais », ai-je répondu. Un téléphone a vibré sur la table. Julien s'est figé. Une seule personne avait ce numéro. Il a répondu. « Pierre ». La voix à l'autre bout du fil était tendue, urgente. « Ils sont déjà là », a dit Pierre. « Le syndicat, ils savaient, ils sont en Italie, en France. » 10 minutes. Julien a mis fin à l'appel. « Il faut y aller », a-t-il dit. « Maintenant, nous avons couru. La pluie nous a trempés alors que nous filions sur la route étroite. Les phares découpaient l'obscurité. Derrière nous, des moteurs ont rugi. « Ils nous suivent », ai-je crié. Julien a appuyé plus fort sur la voiture. Des coups de feu ont brisé la vitre arrière. Nous sommes arrivés au port dans le chaos. Les bateaux tanguaient violemment. Les cordes claquaient au vent. « Là !» a crié Julien.
pointant un petit hors-bord. Nous avons couru. Une balle a frappé l'épaule de Julien. Il a trébuché, mais a continué d'avancer, me poussant sur le bateau. « Démarre !» a-t-il rugi. J'ai obéi. Le moteur a hurlé. Julien a détaché la corde et a repoussé le bateau du quai. « Non !» ai-je crié. « Monte !» Il a secoué la tête, le sang imbibant sa manche. « Prends la clé !» a-t-il crié. « Finis ça !»« Je ne vous quitterai pas. »« Je t'aime !» a dit Julien. Le bateau a dérivé. Des coupes de feu ont éclaté derrière lui. J'ai tendu la main alors que Julien se tournait vers les hommes qui chargeaient sur le quai. Il a levé son arme. La distance s'est accrue. J'ai crié son nom. Tandis que la mer m'entraînait seul, le bateau a disparu dans l'eau sombre, emportant Marie, le journal et la clé, tandis que Julien Doukas restait derrière, choisissant le sacrifice plutôt que la survie. La mer était infinie. L'eau sombre s'étendait dans toutes les directions, montant et descendant sous le petit hors-bord alors qu'il fendait la nuit. Le vent fouettait mes cheveux sur mon visage, me piquant les yeux, mais je n'ai pas ralenti. Mes mains serraient la barre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ce n'est que lorsque les lumières du port ont complètement disparu que ma force m'a fait défaut. J'ai lâché la barre. Le bateau a dérivé. Je me suis effondré sur le pont, le monde tournant tandis que tout ce que j'avais retenu se déversait enfin. Ma poitrine se soulevait. Un son a déchiré ma gorge. Brute, brisé, presque animal. J'ai crié. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge brûle et que mon corps tremble si fort que j'ai cru que j'allais me briser en deux. L'image de Julien debout sur le quai brûlait dans mon esprit. Le sang sur son épaule, sa voix, son dernier regard. Je t'aime. Les mots résonnaient encore et encore, coupant plus profondément à chaque fois. J'ai pressé mon visage contre le pont froid et j'ai sangloté jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi, jusqu'à ce que même le chagrin soit épuisé. Quand les larmes se sont arrêtées, je suis resté là, les yeux fixés sur le ciel noir, la clé en fer reposée à mes côtés. Le journal était serré contre ma poitrine. Julien n'était pas mort pour ma peur. Il était mort pour ma résolution. Lentement, je me suis relevé. Mon corps tremblait encore, mais mes yeux étaient secs maintenant, vides d'une manière qui semblait dangereuse. Je me suis assise à la console et j'ai redémarré le moteur. « Je ne le gâcherai pas », ai-je murmuré dans le vent. « Je ne te gâcherai pas. » Au lever du jour, j'ai trouvé une étendue de côte tranquille et j'ai amarré le bateau. Mes mains ont bougé automatiquement tandis que je me nettoyais, me changeais et cachais le journal et la clé sous ma veste. J'ai emprunté un téléphone. Mes doigts ont hésité un long moment avant de composer un numéro. « Pierre », ai-je dit lorsque l'appel avait été connecté. Le silence, puis une inspiration aiguë. « Marie, ils l'ont emmené », ai-je dit simplement. La voix de Pierre a baissé. « Je sais. J'ai besoin de toi », ai-je dit. Tous les deux, une pause. Roger est avec moi. « Bien », ai-je répondu. « Écoutez attentivement. » J'ai parlé longtemps. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Enfin, Roger a parlé. « Tu lui ressembles. »« Giovanni » ai-je demandé. « Non » a dit Roger. « Julien. » Ils n'ont pas perdu de temps. À la tombée de la nuit, je me déplaçais de nouveau, silencieusement, prudemment. Pas de vol direct, pas de schéma. J'ai voyagé comme mon père m'aurait appris, comme Julien l'aurait respecté. Quand Marseille est réapparue à l'horizon, elle m'a semblé différente, plus froide, plus nette. La ville n'était plus un foyer, c'était un champ de bataille. Je me tenais dans une pièce privée surplombant la ligne d'horizon, vêtu de vêtements simples, mes cheveux tirés en arrière. Pierre se déplaçait autour de moi, étalant des cartes, des documents, des horaires. « C'est la tour », a-t-il dit en montrant du doigt. « Les réunions tournent, mais ce soir est fixe. » Roger s'est appuyé contre le mur, les bras croisés. La sécurité est stricte, mais prévisible. J'ai étudié la disposition.
Je n'ai pas agi à la hâte. Je n'ai pas parlé avant d'avoir tout compris. Des snipers ici, ai-je dit, finalement, tapant de toits. Ligne de visée claire. Pas de civil. Pierre a haussé un sourcil. Tu vois grand. Je vois propre, ai-je répondu. Pas de dommages de bouts de chaos, pas de tas de dommages collatéraux. Roger a hoché la tête lentement. Explosif contrôlé, ai-je dit, juste assez pour bloquer les sorties et forcer l'attention. Ils ont travaillé toute la nuit. À l'aube, le plan était terminé. Quand je me suis enfin retrouvé seul, je suis allé devant le miroir. La femme qui me fixait avait l'air fatiguée, humaine. Ça n'allait pas. J'ai ouvert la housse de vêtements que Pierre avait préparée. Le costume blanc était à l'intérieur. Il était net, parfaitement ajusté, sévère dans sa simplicité. Pas de douceur, pas d'excuses. Je me suis changé lentement, délibérément, le blanc contre l'obscurité. Mes cheveux étaient lissés en un chignon net. Mon maquillage était minimal mais précis. Lèvres rouges, yeux stables. Je ne ressemblais en rien à la serveuse qui avait versé du café dans un bistrot. Je ressemblais à l'intention. Quand je suis revenu dans la pièce, Pierre s'est arrêté net. Roger a laissé échapper un soupir léger. Ils ne vous verront pas venir. Ils me verront, ai-je dit calmement. Ils ne comprendront simplement pas ce qu'ils verront. J'ai plongé ma main dans ma poche et j'ai serré mes doigts autour de la clé en fer. Le sacrifice de Julien n'était pas une fin, c'était une ouverture, et Marie Falcone était prête à la franchir. Retour à la scène d'ouverture. Un des membres du conseil s'est levé à moitié. « Tu es là. » J'ai levé la main, qui tenait une petite télécommande. « Personne ne bouge, » ai-je dit calmement. « Ce bâtiment est câblé. Les ascenseurs, les sorties. Si je lâche ça, aucun de nous ne partira. » Les gardes ont hésité. Le sourire d'Armand a vacillé. Je me suis approché de la table et j'ai posé un épais livre usé sur sa surface. La pièce a semblé se pencher vers lui. « Le grand livre du faucon », ai-je dit, « la raison pour laquelle mon père a disparu. La raison pour laquelle vous avez tous peur. » Armand a ricané. « Le papier ne me fait pas peur. » Ça devrait, ai-je dit. J'ai tourné mon regard vers l'homme à la gauche d'Armand, Don Armano. Le contrat de Doc que vous avez perdu il y a 3 ans, ai-je dit. Page 38, Armand a informé les inspecteurs fédéraux et a acheté vos parts via une société écran 2 jours plus tard. Don Armano s'est raidi. C'est un mensonge. J'ai tourné la page. Des dates, des comptes, des signatures. J'ai déplacé mon attention vers un autre homme. Don Keller, l'arrestation de votre fils, pas de la malchance. Page 51. Des murmures ont parcouru la pièce. Le visage d'Armand s'est assombri. Assez. Vous les avez tous vendus, ai-je continué, ma voix stable. Chacun d'eux. L'alliance a craqué. Des accusations ont fusé. Des chaises ont grincé. Les voix se sont élevées. Armand a craqué. Il a tiré son arme et l'a pointée sur ma tête. « Taisez-vous » a-t-il hurlé. « Je me fiche du livre. Je vais te tuer tout de suite. » Julien a lutté contre ses liens. « Marie ?» Je n'ai pas bougé. J'ai posé ma main gauche à plat sur la table, rentré mon pouce dans ma paume, tapé 2 fois. Un ding. Le son était doux, presque rien. Le tir de sniper a brisé la paroi vitrée derrière Armand. La balle l'a frappé en plein dans la poitrine. Armand est tombé en arrière, son arme a cliqué sur le sol, son corps a heurté le marbre avec un bruit sourd et final. Le silence. Absolu. Roger et Pierre ont levé leurs armes instantanément. Personne n'a bougé. J'ai passé devant le corps d'Armand sans baisser les yeux. J'ai atteint Julien. Mes mains n'ont tremblé qu'une seule fois en coupant les liens qui le retenaient. Il s'est affaissé en avant et je l'ai rattrapé. « Tu es revenu » a-t-il chuchoté, l'incrédulité épaisse dans sa voix. « Je te l'ai dit » ai-je dit doucement. « Je ne fuis pas. » Je l'ai aidé à se relever et je me suis tourné vers le conseil. « Le grand livre reste avec moi » ai-je dit. « Le territoire d'Uka est souverain.
toute action contre nous et ce livre devient public. Les hommes ont hoché la tête un par un. Ils n'avaient pas le choix. Roger a parlé doucement. C'est fait. J'ai expiré. Pour la première fois, la pièce m'a semblé immobile. Julien s'est lourdement appuyé sur mon épaule. Reine, a-t-il d'un des membres du conseil d'une voix basse. Je ne l'ai pas corrigé. J'avais gagné ce titre. La guerre s'est terminée tranquillement. Il n'y a pas eu de sirène, pas d'arrestation publique, pas de gros titres hurlant des empires tombés. Le pouvoir finissait rarement dans le bruit. Il se terminait par le silence et des signatures et des portes qui ne s'ouvraient plus jamais. Julien Doukas s'est rétabli lentement. Les ecchymoses ont disparu en premier, puis la raideur. La douleur a persisté plus longtemps, un rappel gravé dans les muscles et les os. Il passait la plupart de ses matinées à marcher sur le domaine, régulant sa respiration, retrouvant sa force, un pas prudent à la fois. Il ne se plaignait pas, jamais. Je restais proche, sans être étouffante, sans être fragile, simplement présente. Quand il a été assez fort pour assister aux réunions, elles ont commencé. Pas les réunions du conseil comme elles l'étaient autrefois. Pas de cris, pas de menaces déguisées en plaisanterie, juste des décisions, des limites, des lignes tracées clairement et appliquées sans excuse. La ville s'est ajustée, les territoires ont été redéfinis, les alliances réécrites. Les vieilles dettes ont été réglées discrètement ou effacées entièrement. Les détenteurs de pouvoir restants ont compris le message sans qu'il soit prononcé à haute voix. Le grand livre Falcone existait, et Marie Falcone le détenait. Je n'ai jamais élevé la voix, je n'en ai jamais eu besoin. Mon autorité s'affirmait de manière plus subtile. Les gens attendaient que je m'assoie avant de parler. Les regards me suivaient quand j'entrais dans une pièce. La conversation s'interrompait en plein milieu d'une phrase jusqu'à ce que j'acquiesce. Je n'exigeais pas la loyauté. Je la gagnais. Julien m'observait de loin, parfois appuyé contre des encadrements de portes ou debout près des fenêtres, voyant la façon dont je me déplaçais dans des pièces qui m'auraient autrefois écrasé. Il n'y avait plus d'hésitation dans mes pas maintenant, plus de doute dans mon regard. J'étais devenu quelque chose de solide. Un soir, alors que le soleil tombait et peignait le domaine en or, Julien m'a trouvé debout seul sur le balcon. « Tu n'es pas obligé de rester », a-t-il dit doucement. J'ai souri faiblement. Je sais. Le silence s'est installé entre nous, facile et mérité. Je pensais que le pouvoir était quelque chose que l'on prenait, a dit Julien, ou que l'on défendait. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je pense que c'est quelque chose que l'on porte, a-t-il répondu. Avec soin. J'ai hoché la tête. Ça sonne juste. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Une semaine plus tard, nous sommes retournés en ville. Pas en secret, pas en force, juste tranquillement. La fourchette d'argent avait le même aspect. L'enseigne vacillait toujours. Les fenêtres conservaient encore de minuscules fissures des vieilles réparations. L'odeur du café et de la graisse enveloppait toujours l'endroit de quelque chose de chaud et d'usé. J'ai fait une pause devant la porte. Julien m'a regardé. « Tu n'es pas obligé d'entrer. »« Je le suis, » ai-je dit. La clochette a tinté lorsque nous sommes entrés. Monsieur André se tenait derrière le comptoir, plus âgé que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient vifs. Il s'est figé en me voyant. « Marie, » a-t-il dit, l'incrédulité épaisse dans sa voix. J'ai souri. « Salut, monsieur André. » Il a contourné le comptoir sans hésitation et m'a serré dans ses bras. Je pensais, il s'est arrêté. Tu as l'air différente. Je le suis, ai-je dit doucement. Nous nous sommes glissés dans la banquette numéro 4, la même banquette. Julien s'est assis dos au mur, l'habitude intacte. Je me suis assise en face de lui, les doigts légèrement posés sur la table. Monsieur André a apporté le café lui-même. Noir, a-t-il demandé à Julien? Noir, a confirmé Julien. Monsieur André l'a versé lentement, soigneusement, comme si le moment comptait. J'ai regardé la vapeur s'élever.
Pendant une seconde, le bistrot s'est estompé. Le bruit, le souvenir, le sang, la pluie et la peur. J'ai posé ma main gauche sur la table. Non pas en avertissement, non pas par peur. J'ai rentré mon pouce dans ma paume. Tapé 2 fois. D. Julien a croisé mon regard et a souri. Cette fois, le signal ne signifiait rien de plus que la reconnaissance. La survie. Monsieur André a ri. Blague interne? A-t-il demandé. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Nous avons bu notre café en silence. J'ai regardé autour du bistrot, les carreaux fissurés, les tables rayées, l'endroit où ma vieille vie avait pris fin et ma nouvelle avait commencé. Je pensais que le destin était bruyant, ai-je dit doucement, comme s'il s'annonçait. Julien a siroté son café. Et maintenant? Maintenant, je pense qu'il l'atteint, ai-je dit. Le moment où tu es prête à écouter, Julien a hoché la tête. Le pouvoir fait la même chose. Nous avons fini nos boissons. Dehors, la ville continuait sa course. Les voitures passaient, les gens se dépêchaient sans idée de la proximité du chaos. Je me suis levé, enfilant mon manteau. J'ai jeté un dernier regard à la banquette numéro 4, à l'endroit où j'avais été personne. Puis je suis sorti, mes pas stables, mon avenir non écrit, mais fermement entre mes mains. Et aujourd'hui? Je ne sais pas. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je pense que j'ai fait une erreur irréversible. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait, mais c'est